Eh bien, il est temps de refaire un tour au jardin. Après ces grosses chaleurs qui ont fait tourner et jaunir les feuilles du grand cerisier, après ces grandes chaleurs qui avaient complètement grillé l'herbe de... Comment peut-on dire? La pelouse? Non, c'est pas une pelouse. L'herbe de... Eh bien, de l'herbe. Il y a eu un peu de pluie. Très peu d'abord. Et puis, en continu, une petite pluie douce et pénétrante. Et après ces grosses chaleurs qui ont aussi un peu bloqué la végétation et même la maturation des tomates, oui, il faisait trop chaud. Eh bien, dès que le ciel s'est couvert de gris et qu'il a fait presque froid, elles ont recommencé à mûrir. N'est-ce pas étonnant? Pourtant, on n'avait pas les 18 degrés requis, hein. Et l'herbe, sous son espèce de tapis bien tassé, j'allais dire jaune paille, mais ça n'est pas jaune, ça n'est pas paille, c'est vraiment sans couleur. Son petit tapis bien tassé de broussailles sans couleur, l'herbe commence à repousser. Ah, il lui en faut pas beaucoup, hein. Bah, c'est du chien-dent. Oui, du vrai chien-dent, donc ça pousse bien. Ou du raies-gras, enfin des choses, des herbes de pâturage. Le petit rosier, là, du devant, ne défleurit pas. Il a des couleurs un peu mêlées, étonnantes. Oui, parce que lors de sa floraison, il passe du saumon orangé au rose. Et puis même quand les boutons s'ouvrent, il y a des saumons orangés très très pâles, et puis il y en a de plus soutenus. Il y a des roses orangés, avant même qu'elles changent de couleur. Donc il y a un peu de tout. Il est tout petit ce rosier, mais il est très étonnant. Les autres par contre ont peiné. Mais j'ai eu la bonne idée, enfin la bonne inspiration de mettre celui-là juste devant. Devant, à l'angle du petit jardin, là, quand la porte est ouverte, je le vois, de la pièce. Ça, c'est bien agréable. Et la rose trémière, celle qui n'a pas reçu tout son content d'urine et donc est presque 2 fois plus petite que la première, avec ses fleurs jaunes verdâtres, pâles, discrètes, qui voisinent avec la tomate, enfin le tomatier dont les tomates recommencent à rougir. On sent que ça respire à nouveau, ce jardin. Il a fait trop chaud pour les courgettes et malgré l'arrosage, enfin je n'arrose pas mais je récupère toute mon eau de vaisselle et toute l'eau de la lessive. Donc ça commence à faire. Mais malgré cet arrosage-là, bon, elles se sont maintenues, mais elles n'ont pas ou très peu fleuri et peu produit. Bah, les courgettes toutes petites ne se formaient pas. Oui, quand il fait trop chaud, ça peut être comme ça. Ah, je me dis que vraiment, pour un aussi petit jardin, lors de grosses chaleurs, j'aurais tout à fait pu piquer quelques bambous et tendre, je ne sais pas, un filet, quelque chose pour éviter le soleil. Mais je ne l'ai pas fait. Oui, j'étais épuisée. Pas vous? Enfin voilà, parler du jardin et de ce qui pousse, c'est quand même drôlement agréable. Et je croyais que j'avais planté un peu serré, qu'il n'y aurait pas vraiment bien la place pour tout, tomates, courgettes, que ça allait s'étendre. Et en fait non, il reste des espaces qui ont été un peu brûlés par le soleil. Faut dire que j'ai pas paillé suffisamment. J'ai mis 20-30 cm au début, rajouté un peu, mais il aurait fallu pailler plus serré dès le début de la saison. Et non, il n'y a pas de limaces. Non, je n'en ai aucune. Bah parce que je paille après les limaces. C'est marrant, ici, j'en ai jamais vraiment eu beaucoup. Et puis, comme je cultive en tout petits espaces, c'est très facile de suivre tout ça. On ne se fait pas déborder. Donc, le fait de planter bien serré, là où c'est vraiment bien serré et où les choses se font un peu d'ombre, eh ben ça se passe quand même mieux lors des très grosses chaleurs. Puis le soleil crame. Il crame les yeux. Le rayonnement du soleil n'est plus du tout le même que celui qu'on a connu. Alors je laisse les bêtes grainer, les blettes, là, les cardes. Puis quand elles deviennent trop grandes, enfin quand elles grainent, je les laisse grainer, je les laisse se reproduire. Et quand elles commencent à grainer, je les coupe. Ouais, j'arrive vraiment pas à les manger, mais alors ça produit vraiment beaucoup de feuillage, ça produit de la fraîcheur et ça travaille le sol. C'est bien d'avoir quelque chose qui est dans le sol. Et on peut le manger ou pas. C'est-à-dire que les rouges sont pas terribles. Mais après, quand ça va manquer de nourriture, je me rabattrai sur les bêtes. Mais là, c'est les tomates, les courgettes, petites aubergines, oui, dont la croissance également a été bloquée par la trop grande chaleur. Ah, je n'ai qu'un pied, parce que je pensais pas les réussir. Oui, je parle de ça.
On dirait, heureusement que ces émissions ne sont pas payantes. Enfin, celle-là, celle où je parle de choses qui parfois sont juste une petite chronique, une petite description. Mais il y a des couleurs, il y a des parfums, comme quand on effleure les branches de tomates, quand on les replace là, parce qu'elles se décrochent. Alors moi, je les assujettis, comme je vous ai dit, avec les tiges volubiles de l'hypomée. Alors c'est joli et c'est drôle, mais quand on les frotte, il y a ce parfum de feuilles de tomates qui me rappelle l'enfance. Parce que ma mère cultivait quelques petits pieds de tomates dans le jardin de la copropriété où il était interdit de faire un jardin potager. Il ne voulait pas que ce soit tout en culture, en herbe. Fallait pas que ça fasse, prolo. Bah oui, tous ces petits pépés qui avaient leur jardin. Moi, j'aurais préféré, bon, peut-être pas dans cette copropriété-là d'ailleurs, mais au moins une partie du jardin. Nous, il y avait une pointe, un bout de pointe, la maison était coincée, un tout petit jardin coincé entre deux maisons. Hein. C'était une maison mitoyenne des deux côtés. Les autres, non. Ils avaient accès à leur jardin, parce que les deux autres maisons adjacentes n'étaient mitoyennes que d'un côté. C'était pas une barre. Mais c'était moins cher. Mitoyenne des deux côtés, c'était la maison la moins chère du lot, quoi. Il y avait différents prix. La plus éloignée de la gare et du centre commercial, ce qui était le cas. Un petit jardin, c'était le cas. Mitoyen des deux côtés, c'était le cas. Et puis pas la plus grande maison, pas la plus petite non plus, parce qu'il fallait un certain nombre de chambres. Mais bon, mes parents avaient compté leurs sous. Hein. Non, ils n'étaient pas pauvres, mais ils n'avaient rien. Eux-mêmes, ils n'avaient rien. Leurs parents leur ont pas donné de l'argent pour s'acheter une maison. Mais les parents eux-mêmes n'avaient pas rien. Avec la retraite, chacun des couples avait pu acheter quelque chose pour passer la retraite. Ça se faisait. Maintenant, c'est plus possible. Hein. L'écart se creuse. En attendant, étant prof, mon père était prof, donc il pouvait avoir un crédit. Ma mère, elle touchait rien. Elle était encore étudiante. Elle était mère au foyer. Mère au foyer et étudiante, un peu des deux. Ouais. On va dire ça comme ça. Donc quand j'ai demandé à mes parents, mais pourquoi vous n'avez pas acheté une maison plutôt comme ça? Mais pourquoi? Et ma mère m'a dit, mais c'est une question de prix. Oui, c'est vrai, il y a un budget. Pour tout, il y a un budget. Ma mère voulait la campagne, mais la campagne proprette, pas trop loin de Paris, des universités. Donc c'était train de banlieue pour tout le monde. Maintenant, rien que d'y repenser, j'ai des sueurs froides, d'avoir à remonter dans ce train, si je devais retourner là-bas, bon, il n'y a aucune raison que je retourne là-bas. Ça fait 20 ans que cette maison-là de famille, on l'a liquidée avec mon frère à la mort de ma mère. Et quand je pense à certains éléments du passé, je me dis, je voudrais surtout pas retourner là-bas, je voudrais surtout pas revoir cet endroit, comme si ça allait me contaminer. Comme s'il y avait quelque chose qui allait immédiatement me replonger dans ces états de dépression très profonde que j'ai connus adolescente. Et sur lesquels j'ai réussi à mettre un nom. Non, pas un nom, pas vraiment, mais si un peu quand même, un mot. Quelque chose dont je n'ai pas conscience, mais qui est très très présent. Ou plutôt quelque chose dont j'ai conscience, mais je ne sais pas à quoi c'est rattaché, sinon intellectuellement. Des souvenirs enfouis. Et c'est fou parce que ça finit par contaminer à rebours mes souvenirs. C'est-à-dire par exemple que des choses qui n'ont pas été vécues forcément à l'époque comme dramatiques, maintenant quand j'y repense, je voudrais pas retourner dans ces endroits-là, dans ces lieux, avec ces personnes, ou je sais pas, parce que ça me donne le même... ça rappelle les mêmes états d'angoisse que j'ai pas vécu forcément à ce moment-là, mais que j'ai vécu plus tôt. Comme si il y avait quelque chose dans mon passé qui faisait tache d'huile. C'est curieux, c'est difficile à expliquer. Mais ce quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Puisque dès l'adolescence, je ne savais pas pourquoi j'allais si mal. Je n'avais pas de mots à mettre et je n'avais même pas de raison. Puis après, j'ai lu beaucoup de choses sur la mémoire traumatique et ça s'est éclairé. Par l'analyse symptomatique, on peut voir que peut-être ce qu'on croit de nous-mêmes n'est même pas vrai. Alors ça aide forcément à entamer une recherche sur la véracité du monde qui nous entoure. À tout niveau, au niveau spirituel, au niveau intellectuel, au niveau matériel. Les choses ne sont pas forcément ce qu'on nous dit.
Et pourtant, elles le sont suffisamment pour que, à un certain niveau, ça marche comme ça. Si on dit l'Arabie Saoudite, elle a plein de pétrole, alors que le pétrole fossile n'est qu'une, comment dire, une petite partie de la production de pétrole, que ça marche autrement, tout ça. Mais peut-être que l'Arabie Saoudite a des unités de production de pétrole fossile. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Ou qu'il y a encore quelque chose vraiment qui nous échappe. Que ça a été implanté là-bas, en plein désert, mais c'est pas l'Arabie Saoudite qui exploite, par exemple. Mais on peut tout imaginer, Koweït, tout ça. Alors il y a eu des gens dans le secret de la fabrication des diamants, jusqu'à temps que ce ne soit plus un secret. Mais quels sont les secrets qui ont encore cours maintenant? Apparemment toutes les vérités officielles. En tout cas, moi je soupçonne potentiellement toutes les vérités officielles. Mais pourtant, il y a des choses qui semblent coller, qui semblent cadrer. Les gens qu'on connaît, mettons, qui auraient travaillé dans le pétrole, tout ça, ben, si on les connaît, c'est qu'ils sont parmi nous. Donc ils ne sont pas tenus au secret. Ils sont peut-être pas dans le secret. Peut-être qu'ils sont même assez, comment on dit, sidérés pour ne pas tirer les conclusions de ce avec quoi ils travaillent. Ben, comme ce pilote qui disait, ben, moi j'ai été pilote de ligne pendant 20 ans et je ne me suis jamais rendu compte qu'en fait... il le dit lui-même, hein, que la Terre était plate, c'est-à-dire qu'en fait, on ne tient pas compte de la courbure, on ne redresse pas la trajectoire à la verticale, enfin plutôt on ne l'incline pas pour être toujours à la même hauteur par rapport à la distance du sol, enfin, et puis des choses qui ne cadrent pas, la position du Soleil, de la Lune, quand on est en avion, on est comme au-dessus du Soleil... Ben forcément, s'il se couche, mais enfin, tout ne s'expliquait pas. Pour lui, tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas vu pendant 20 ans, qu'il avait eu les choses sous les yeux, mais que si notre esprit est éteint, on ne voit pas ce qui est visible. Et ça, c'est pas forcément pour des trucs qui sont aussi controversés que la planéité de la Terre, ou sa rotondité, ou le fait que c'est une boule qui tourne dans le rien. Non, non, il y a des choses beaucoup plus simples qu'on n'a pas vu de toute notre vie parce que simplement on s'est pas penché sur la question ou on n'a pas remis en question un truc qui nous avait été dit. J'ai pas d'exemple là tout de suite, mais des choses tellement évidentes. Ben, je sais pas si l'exemple est bon, mais par exemple les parasites. Raspail au 19e parlait des parasites et que c'était la cause pour tout. Et il y a plein d'hygiénistes qui l'ont dit et qui ont soigné suivant ce paradigme. Puis tout d'un coup, les parasites disparaissent du tableau. La purge au ricin disparaît du tableau. Quand on dit purge, on disait c'est pour se purger, pour vider un peu les intestins, hein, des choses qui sont là, qui sont collées. Ouais, mais on parle plus des parasites. Même ma mère qui m'a parlé de la purge au ricin quand elle était petite ne m'a pas parlé de parasites. En tout cas, je m'en souviens pas du tout. On disait purger et tout ça. Donc les parasites disparaissent du tableau. On perd un élément essentiel de compréhension du vivant. Même jusque dans les années 70, mon ami René dit on se purgeait, on se vermifugeait, pas on se purgeait, lui il le dit. On se vermifugeait comme on vermifugeait tous les animaux à la ferme, parce que dans la communauté où j'étais, on était végétarien, donc on mangeait beaucoup de légumes, beaucoup de crus, et donc y a des parasites là-dedans. Mais tous ceux qui vous disent maintenant faut manger cru, faut manger végétarien et crudivore, tout ça, est-ce qu'ils sont tous au courant qu'il faut se vermifuger? Une petite partie, oui, les plus pointus. Mais tous les bobos nouvellement venus, nouvellement convertis, j'allais dire, ils ne le savent pas. Comment on a pu ne pas voir? Comment j'ai pu, toute ma vie, on va dire, depuis que ma mère m'a parlé quand elle était petite de la purge, effacer ça, écarter ça? On purge quoi? Les parasites. Elle m'avait dit en plus quand elle était petite, elle avait eu une fois le ver solitaire. Sa mère s'en était rendue compte. Bon, c'est pas très très courant le ver solitaire, hein. Surtout quand on prend soin de s'alimenter comme il faut, tout ça. Et aussi de prendre beaucoup d'ail. Bon, ça permet pas forcément aux œufs du ver de se développer dans le terrain, quoi. Donc j'étais au courant. En fait, j'étais au courant, mais je dormais. Alors que l'information était là. C'est aussi une information à laquelle on n'a pas envie de se confronter. Les parasites, c'est dégueu. Donc j'ai mis longtemps, bien qu'ayant eu des petits rappels de temps en temps, des petites choses qui pouvaient me mettre sur la piste, je me suis pas précipitée.
Comme sur beaucoup d'autres choses. La soumission, c'est pareil, je sais depuis longtemps beaucoup de choses. L'âge d'Aïcha, les trucs comme ça, c'est des choses que mon frère m'a dites quand j'étais adolescente. On savait plein de trucs, mais plein de trucs épars. Et après, il faut tirer le fil et aller vérifier. Et c'est pas juste une donnée comme ça, c'est plusieurs qui affluent. Et quand on vérifie encore plusieurs autres affluent, et voilà qui change notre vision du monde. Donc on ne peut pas faire ça pour tout. D'abord parce que personne n'a le temps de le faire. Même quand on est comme moi, on va dire oisif, que je m'étais retirée du monde et du monde du travail et que je vivais de vraiment très peu de choses et que j'avais tout mon temps pour réfléchir et j'étais pas devant l'ordinateur à ce moment-là, je lisais. On n'a pas le temps, puis on n'a pas le temps de s'intéresser à tout, c'est pas possible. Il y a des choses aussi qu'on comprend pas. Tout ce qui est électricité, physique, chimie, pour moi c'est très compliqué, donc j'aborde ça par le biais du monde naturel ou du symbole. Mais je peux pas vraiment me jeter dedans, je peux pas lire une formule mathématique, je la comprends pas. Alors je me concentre sur ce qui est plus mon domaine. Puis aussi il y a nos blocages inconscients. Il y a des choses qu'on veut pas aller voir parce qu'elles nous touchent de trop près mais on le sait pas. Les parasites typiquement c'est ça pour nous tous. C'est dégueulasse et puis on se sent pas du tout concerné. De toute façon on les voit pas donc ça va. Il y a d'autres choses, les ondes, les trucs comme ça. Les ondes, oui, mais c'est gentil, on les voit pas non plus, mais il n'y a pas vraiment moyen de s'en protéger. Sinon, vraiment pas sortir de sa maison et puis avoir protégé ondulatoirement sa maison avec des grillages, des machins. Mais les gens qui me disent qu'ils l'ont fait, tu vas voir, c'est génial, puis ça change tout. Mais finalement, ils me le disent, j'ai l'impression qu'ils se convainquent eux-mêmes parce qu'en fait, ils ont beau avoir eu fait tout ça, leur grille sous le lit, les machins, l'eau dynamisée, en fait, pour la plupart, ils vont pas mieux que moi, quoi. Ah si, tu vas voir, c'est super, le CDS, moi ça m'a complètement soigné et tout. Puis après, 3 phrases plus tard, il vous dit je vais pas bien parce que je suis électrosensible et tout. Donc j'ai essayé, j'ai ça. Donc le CDS, ça a rien fait finalement. C'est pas si miraculeux si ça n'a pas réglé tes problèmes. Donc je vois que les gens essaient de se convaincre que ce qu'ils ont trouvé comme truc, quand il s'agit, mettons, des ondes ou des choses comme ça, c'est pas flagrant, quoi. Et les parasites, au point où on en est, c'est peut-être pas si simple que ça de s'en débarrasser. Mais il y a des choses à intégrer au quotidien, dans l'alimentation, des choses qu'on les aime pas, il va falloir les intégrer à l'alimentation. Déjà pour avoir une base, puis après, il va falloir... comme dit la fille là qui m'avait écrit, se déparasiter tous les mois en changeant les protocoles. Tous les mois, ça peut être une cure d'ail ou un suppositoire à l'ail, et puis le mois suivant, c'est pendant 3 jours une goutte de térébenthine sur un sucre, j'en sais rien. Et puis le mois suivant, ce sera la purge au ricin, c'est pas tous les mois forcément des trucs super éprouvants pour le corps. Puis il va falloir réformer certaines habitudes alimentaires. Le tartare, les trucs comme ça, je vous dis pas, c'est bourré de parasites. Donc si vous mangez du tartare, il faut manger beaucoup, beaucoup d'ail et puis il faut vous déparasiter. Et comme dit l'autre, se déparasiter 20 jours plus tard, parce que tout ce qui n'a pas été tué, les œufs, là, ça reprend. Ça recommence. Et si vous avez des animaux, il faut vous déparasiter tous les mois et les animaux en même temps que vous. Les animaux domestiques. C'est pour ça, moi je me suis demandé pourquoi est-ce qu'en Suède, qui est le laboratoire, comme je le dis toujours, ceux qui n'ont pas suivi, désolé pour eux, mais je ne peux pas me répéter à chaque fois en expliquant, mais où je voyais ça, l'introduction de plus en plus massive des chiens dans les foyers. Pas tant que ça des chats, quoique quand les gens ont des chats, ils ont aussi un chien, après... Mais même les gens qui n'étaient pas portés sur les animaux, ils prennent un chien. Ils en parlent tous comme si c'était la solution à leurs problèmes de solitude ou d'ennui ou de... Parce qu'ils n'ont pas de vie, quoi. Le gars, quand il part à la retraite, il prend un chien. Tellement il sait qu'il va s'emmerder, tellement en fait son travail, c'était juste un gagne-pain qui remplissait les heures de sa vie. Mais en fait, il n'y a rien, le gars est vide. Moi, je dis ça parce que je le connais. C'est le mari d'une copine. Et j'ai vu ça vraiment arriver, comme plein d'autres trucs, quand ils sont tous devenus végétariens, ne buvant plus d'alcool. Ça, j'étais étonnée. Parce que les gens que je fréquentais, moi, ils ne buvaient pas beaucoup d'alcool.
buvaient un peu le samedi soir, quelques bières ou un peu de vin, parce que le vin pour eux c'est super exotique. Et tout d'un coup, voilà, tout avait changé. Puis il devenait une copine qui était devenue végétarienne, elle buvait plus d'alcool et elle était devenue lesbienne. Enfin, en tout cas, elle était attirée par une femme. Je me suis dit, mais c'est comme s'ils avaient tourné une page, qu'ils avaient changé le programme de cette fille en question, puis, mais des autres aussi. Et puis, quelques années plus tard, j'ai vu arriver les chiens. Et les chiens, il y en a partout, dans tous les foyers. Tout le monde veut des chiens. Je me suis dit, tiens, ça fait partie, c'est une nouvelle mise à jour. Alors, les chiens, c'est pourquoi? Et j'avais pas vraiment tout de suite pensé aux parasites. Alors, soi-disant que les chats seraient plus porteurs. Non, j'en crois rien. Ben, on dit les chiens à la langue du chien vaut la main du médecin. C'est plutôt que c'est tellement plein de parasites, de bactéries, de saloperies, que si tu survis à ça, c'est que tu as un bon système immunitaire. Et puis surtout, c'est pas les chiens de maintenant avec l'alimentation de maintenant. Bon, déjà, les chiens sont des charognards, mais les chiens de ferme, eux, ils mangeaient ce qu'on leur donnait. Et c'était pas une alimentation fabriquée dans des usines avec les rebuts d'équarrissage bien moisis et bien pourris, additionnés de poils, de kératine et de tas de saloperies. C'était les choses de la ferme, des carcasses, des trucs comme ça. Alors c'était peut-être pas une alimentation totalement spécifique non plus, mais c'était en circuit très court. Donc déjà, rien à voir. Donc on ne peut pas comparer un chien de berger, mettons, des années 50 ou du 19e siècle, avec le milieu intérieur des chiens de compagnie maintenant. En plus, ils sont vaccinés, donc vaccinés très acidifiés. Ben oui, ça acidifie le milieu intérieur, les adjuvants. Les adjuvants, c'est pas que pour les hommes, c'est pour que la souche du vaccin fonctionne. Donc, ils sont traités avec des trucs très acidifiants. Donc, le milieu acide, c'est le milieu des bactéries et des parasites. Donc, ces chiens-là, outre l'espèce de dépendance émotionnelle très très grande qu'ils amènent, le fait de considérer son chien comme son enfant, parce que les Suédois ne vivent plus en couple, ne veulent plus d'enfants, les chiens dans les milieux LGBT aussi qui remplacent l'enfant, tout ça, la projection émotionnelle sur les chiens. J'avais vu ça, ce parasitage émotionnel et infantilisant, mais il est vrai que l'hypothèse parasite, l'évidence parasite, amène une nouvelle... non, je dis souvent des clés de compréhension, non, ça amène la solution. Pourquoi il faut qu'il y ait autant de chiens? Parce que, en plus... les excréments des chiens. Alors bien sûr, les gens ramassent et mettent dans un sac plastique, mais le plastique, il n'est pas complètement étanche. D'être constamment au contact de ces matières fécales des animaux, même si c'est à travers la petite poche et tout ça, il y a forcément un moment où les excréments vont rentrer en contact avec les mains des humains. De toute façon, c'est très simple, les chiens se lèchent l'anus, puis après ils lèchent les mains, et puis après ils lèchent, etc. Donc là, on a un vecteur de transmission privilégié avec un ou plusieurs animaux de compagnie dans tous les foyers. Et dans le foyer, les gens qui habitent en ville, je vous parle de ça, en ville, à la campagne, à la rigueur, c'est un peu différent. Je connais quelqu'un qui est berger, les chiens ne rentrent que dans l'entrée, ils ne rentrent pas dans la cuisine, ils ne rentrent pas dans le salon, ils ne montent pas dans les étages. Bon, donc ça c'est un peu différent, puis c'est des chiens de berger qui sont éduqués pour être des chiens de berger. Les gens de la maisonnée ne sont pas constamment en train de se rouler sur le canapé avec les chiens, c'est différent. Mais là je parle de la ville. L'introduction de l'animal domestique, un par foyer, comme le téléphone portable. Enfin comme le téléphone, et puis le téléphone portable, après c'est un par personne. Et avec une projection émotionnelle tellement forte qu'on touche l'animal, on le prend dans les bras, on dort avec. Bon, quand on dort avec, je vous fais pas un dessin, les parasites sont dans la literie, puisqu'ils sont sur les poils des animaux et se transmettent comme ça par la salive, par les poils, par les trucs qu'il y a dans les muqueuses, de l'anus. Les gens qui dorment avec leurs chiens, vous voyez bien. Donc il y a une surinfection de plus en plus grande, avec ce rapprochement transespèces que j'avais vu comme ça, mais comme les parasites
l'image des parasites, ce que sont les parasites dans le corps et hors du corps quand on les voit, ça ne se surimprimait pas parce que j'avais un blocage vis-à-vis du parasite, comme nous tous, on n'a pas envie de penser qu'il y a ça dans nos corps. Non, moi je suis pas parasitée. Ouais, mais c'est pas parce qu'on les voit pas. Et il y en a toutes sortes, des petits, des grands, des protozoaires, mais ils sont là. Ils sont dans la nourriture, ils sont dans l'eau, ils sont un peu partout. Ils sont vraisemblablement aéroportés. Et puis, si vous avez des animaux domestiques ou vous êtes en contact avec des animaux domestiques, même pas les vôtres, ceux des voisins, de votre famille, de votre copain, c'est gagné, quoi. Bingo, vous êtes parasité. Et de dire que les puces des chats ne piquent pas les humains, c'est tout à fait faux, hein, j'ai constaté le contraire. Mais ça, c'est les propriétaires d'animaux qui disent ça. Un peu comme non mais le Coran c'est pas méchant, il n'y a pas de choses méchantes de l'islam, c'est pas méchant, c'est gentil, c'est une religion de paix, voilà, c'est ça. C'est quand on veut valoriser quelque chose, on n'a pas envie de voir les mauvais côtés. Donc ce truc des parasites, c'est à la fois sous nos yeux et pas sous nos yeux. Les effets d'un parasitage sur les animaux est évident, hein. Les coups de folie des chats, c'est le parasite. Les comportements, tous les comportements qui sont contraires à la vie chez les êtres, ce sont les parasites. Vous voyez qu'on nous dit de plus en plus souvent que dans la nature, en fait, il y a beaucoup d'homosexualité chez les lions, chez les chiens. Alors c'est possible qu'il y en ait de plus en plus. Ce sont qui regarde, hein, c'est la science objective, hein, où l'observateur est tout à fait en dehors de l'objet observé. Non, la science quantique nous a dit le contraire. Pour l'infiniment petit. Mais il n'y a pas de frontière entre l'infiniment petit, le très petit, le petit, l'échelle visible à nos yeux, le très grand. Tout ça, c'est pour nous cacher la vérité, hein, encore une fois. L'observateur, celui qui observe, et donc la société qui observe la nature, n'observe pas la même chose suivant l'idéologie qui est l'idéologie dominante. Donc, on a beaucoup de trucs, ça fait aussi beaucoup de propagande LGBT. Ah mais les animaux sont gays, il y a beaucoup d'animaux qui sont gays jusqu'à présent, on le disait pas, on invisibilisait tout ça. Mais les animaux, même sauvages, sont de plus en plus parasités par des choses qui ne sont pas naturelles. Les animaux sauvages, même en Afrique, ça existe quasiment plus. Avec les pesticides qui sont envolés par le vent, les épandages d'hiver, les ondes, tout ça, eux aussi sont plus pleinement naturels. Leur écosystème est impacté, hein, comme on dit si joliment en vrai français. Il est influencé par tout ça. Et puis, si ces animaux ils ont été filmés, même avec un téléobjectif, c'est que l'homme, l'être humain, n'était pas si loin. Donc ça se trouve, c'est une réserve. Mais une réserve, c'est pas le milieu naturel réel. Donc plus rien n'est réel. Et la contamination par les parasites peut être même aéroportée ou se développant dans un environnement acidifié par les ondes radar, les ondes radio, tout ça, ça acidifie. Je vous en ai parlé, hein, c'est une question de pH. Et le pH, c'est de l'électricité, c'est de l'électronique. Donc tout le milieu dit naturel, il est transformé par tout ça. Il y a des choses de l'astral, et puis on ne sait pas tout en plus. Donc de dire, c'est le monde naturel, regardez, l'homosexualité, le transsexualisme existe dans la nature, donc c'est naturel, donc il faut le faire. Ça pour moi c'est un argument tout à fait biaisé, parce que qui regarde ? Qui est-ce qui essaie de nous faire croire tout ça ? Et regardez, même dans les fermes, les vaches et les veaux, ouais mais là c'est un univers concentrationnaire. Dans l'univers concentrationnaire, des tas de vrais mecs finissent par se sodomiser parce qu'ils ont des pulsions qu'ils ne peuvent plus gérer. Mais ils sont pas sodomites au départ. Là, c'est ce qui s'appelle la perversion de but et la perversion d'objet. Ouais, c'est la science sexologique des années 60. Non, je parle pas de Kinsey, là, je parle d'un Français, j'avais lu un bouquin. Enfin, la perversion de but, c'est quand on est homosexuel, par exemple. Ça va pas dans le sens de la nature, pour un homme de s'orienter vers un homme. La loi naturelle, on va dire. Et la perversion d'objet, la perversion de but et d'objet, ou de circonstances, on va dire, du coup. Je crois que c'était de but et d'objet, mais d'objet, ça veut dire qu'en fait, le gars est hétérosexuel. Ouais, c'est un mot que j'aime pas, mais bon, c'est pas grave. Mais il va être homosexuel parce qu'il est en prison et qu'il y a que des hommes. Donc ça, c'est ce qu'on observe dans l'univers concentrationnaire de l'élevage. L'élevage, c'est cruel, hein.
l'élevage. Les troupeaux, c'est des troupeaux de femelles avec un mâle reproducteur, mais le reproducteur n'est pas avec le troupeau. C'est quand même bizarre, hein. On nous dit que c'est une avancée et tout ça, mais humainement, finalement, il y a de quoi se demander. Ah, la chasse, c'est cruel. Ouais. L'élevage, c'est pas cruel. Non. Il faudrait vraiment tout reprendre, du début. Je dis ça parce que j'ai l'image de Jacob et Ésaü, hein, le cultivateur et puis l'éleveur. Et c'est Jacob qui, par ruse, prive Ésaü de son droit d'aînesse. Mais le droit d'aînesse, c'est aussi une saloperie. C'est l'aîné qui a tout et les autres n'ont rien. C'est à peine... j'allais dire c'est mieux, à peine mieux, mais non, c'est pas mieux. Enfin, c'est ni mieux ni pire que dans la loi islamique, une femme a la moitié de l'héritage du frère, du fils, quoi. Donc s'il y a un fils et 2 filles, les 2 filles se partageront la même chose qu'aura le frère. Ce sont des lois inéquitables. Tout ça, c'est des lois inéquitables. Le talion, le monde du talion, ce sont des lois inéquitables qui favorisent toujours la lignée au détriment des autres et tout ça. Le maître par rapport à l'esclave, l'homme par rapport à la femme, l'aîné par rapport au cadet, etc. Oui, il y a des esclaves, bien sûr. Abraham avait des esclaves. C'est dans la Bible, hein, dans la Genèse. Donc la Genèse n'a pas grand-chose à envier au Coran. Hein. C'est de la même eau, tout ça. Nous le prouverons bientôt. C'était la chronique du jour. J'étais partie sur le jardin. Et pendant tout ce temps, j'avais les yeux posés, sinon fixés, mais posés, sur... tiens, juste à ce moment-là, un petit insecte rentre dans la corolle. J'avais les yeux posés sur la rose trémière jaune pâle, jaune-vert, avec une petite bête qui est venue me butiner. Moi, je pose mes yeux et puis à travers ce que je vois dans la réalité, je vois des images, comme en transparence, on pourrait dire d'autres choses. Les souvenirs ou les constructions mentales, les petites roses de toutes couleurs sur le même rosier. Et cette rose trémière élevée. La rose trémière n'est pas une rose, hein, c'est du genre mauve. Non, mauve, pas la couleur. Et rose, pas la couleur. Rosier et malvacé. Ouais, la famille les mauves. Pas les mauviettes, hein, les guimauves. Guimauve, mauve, altea, rose trémière, lavater. Sont très belles. Très douces. Très adoucissantes aussi. On peut consommer les pétales, on les met dans les infusions ou dans les soupes. Et on peut manger les feuilles aussi, les feuilles de mauve. Oh, c'est délicieux en légumes. Il faut vraiment qu'il y en ait beaucoup, mais si vous en avez beaucoup, ne les arrachez pas. C'est extraordinaire. Surtout si elles ont eu de l'eau et que leurs feuilles sont pas les feuilles les plus découpées, mais les feuilles qui ressemblent à des feuilles de géranium, bien étales, tout ça, c'est très très bon. Cuit. Je pense que cru, ça doit être un peu raide. Cuit dans un fond d'eau, quoi. Comme n'importe quel légume feuille. Un petit bout de ciel bleu, bleu. Maintenant, on va appeler ça bleu. C'est pâle, c'est gris-bleu, mais c'est pas blanc. C'est entre les nuages. Mais même entre les nuages, ça n'est pas pur. Franchement, les amis, si vous arrivez à survivre dans ce monde qui a l'air tout à fait fonctionner ordinairement, mais qui est mort de l'intérieur, avec des gens qui ont un regard mort de l'intérieur, des métiers qui ne servent à rien, une nourriture morte de l'intérieur, et beaucoup de technologies, dont celle que j'utilise là, hein, mais totalement invasives pour des choses purement de remplissage. Si vous arrivez à survivre là-dedans, je vous tire mon chapeau. Mais à survivre en restant vivant vous-même, attention, hein, pas en vous abrutissant devant l'écran, pas, je sais pas moi, je sais pas comment vous faites. Vraiment, s'il y en a encore certains d'entre vous qui sont encore vraiment vivants, au milieu d'un environnement mort et pas complètement contaminé ou fermant les yeux pour pouvoir continuer à fonctionner, je sais pas comment vous faites. Vraiment, je sais pas comment vous faites.